Alors, merci beaucoup. Avant de commencer, je prends un petit mot, je prends ma casquette de président. Cette année, l'invité d'honneur, c'est Pierre Coulon. Voilà, donc je voulais juste le dire un peu oralement. Je ne sais pas s'il est là, il doit être caché. Enfin bon, il n'est pas là, mais en tout cas, je voulais le remercier pour tout ce qu'il avait fait et j'espère qu'il restera encore avec nous au Craig. Alors, mes liens d'intérêt qui sont nombreux. Alors, pourquoi ? Donc, je vais vous parler du treat to target. Le treat to target, c'est un concept, comme l'a très bien expliqué Patrick, où on va mettre en route un traitement en fonction d'une sévérité de la maladie, d'un état de la maladie. On va se donner un objectif et on va vérifier qu'on atteint cet objectif. Et si on ne l'atteint pas, on va peut-être moduler notre action. Alors, on se base surtout sur des critères qu'on appelle les critères STRIDE, qui ont été dictés par l'IOIBD en 2015 et qui sont tout à fait inadaptés. Pourquoi ? Parce que vous savez que ces critères, ils évaluaient finalement uniquement ce qu'on appelle les PRO2, c'est-à-dire les signes fonctionnels digestifs, et puis la cicatrisation muqueuse, avec des critères assez stricts. Il faut être en rémission clinique au bout de 3 mois et en cicatrisation muqueuse au bout de 9 mois à 12 mois, avec très peu de marge de manœuvre, et finalement, ils sont peu adaptés à la pratique, aux médicaments, et beaucoup trop stricts. Donc c'est pour ça qu'on a souhaité cette année refaire une conférence sur le monitoring et les objectifs thérapeutiques que je vais vous présenter, je vais vous en donner les résultats. Ça va être publié dans HGOD le mois prochain, et donc vous en avez la primeur. Alors ce qu'il faut bien comprendre, parce que c'est ça la difficulté, et puis ça entraîne beaucoup de champs dans nos décisions, c'est que quand on appelle ça en effet des cibles, c'est-à-dire des objectifs à atteindre, mais il faut bien savoir que c'est des objectifs idéaux et que ça pose beaucoup de problèmes. Je vous en donne un, la cicatrisation muqueuse. On dit il faut atteindre la cicatrisation muqueuse, et si vous n'atteignez pas la cicatrisation muqueuse, finalement vous allez vous mettre dans une situation que vous allez considérer comme un échec. C'est-à-dire qu'on a changé la notion d'échec qui était initialement un échec clinique où on disait le malade ne répond pas au traitement, un échec primaire, ou alors il a répondu et puis il rechute l'échappement secondaire. Donc vous mettez dans une autre situation d'échec, mais aucune étude clinique ne nous dit dans ces situations d'échec, est-ce que arrêter un traitement et mettre un autre traitement, qu'est-ce que ça donne comme résultat, puisque les études cliniques sont faites dans d'autres situations cliniques de situations d'échappement ou d'échec clinique. Voilà. Donc tout ça pour vous dire qu'on donne des cibles, on donne des objectifs, mais l'évaluation dans la vraie vie n'est pas faite. Alors, je vais vous donner les résultats de cette conférence de consensus. D'abord, donc on a traité la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique. D'abord, concernant les cibles, on est resté bien sûr très classique sur ce qu'on appelle les signes généraux, les PRO1, Patient Rated Outcome. On a dit qu'il fallait évaluer la fatigue, la qualité de vie, le retentissement sur la vie professionnelle et le ressenti pour un patient comme ayant une vie normale. Mais on a quand même beaucoup plus défini ça, et vous voyez qu'on est vraiment dans ces concepts d'accompagnement thérapeutique où on va prendre en charge globalement le patient de façon holistique. Ensuite, on a évalué les signes cliniques digestifs, classiques. La cicatrisation muqueuse, on appuie ça, c'est en effet un des objectifs. Et les 2 nouveaux objectifs, les 2 nouvelles cibles, qui sont toujours dans l'esprit de la journée, l'état nutritionnel. Vraiment, chez un patient qui a une maladie de Crohn, l'état nutritionnel doit être une cible. Et les biomarqueurs, là aussi, c'est la nouveauté. Alors certes, ce n'est pas remboursé, mais en tout cas, les biomarqueurs sont une cible. Alors maintenant, on a cherché à beaucoup plus affiner quel outil pour mesurer ces cibles et surtout les seuils. On va prendre donc les PRO1. Alors là, on a été assez surpris parce que le seul outil de mesure validé qui a été reconnu par les 40 experts, c'est simplement l'auto-évaluation de la fatigue par le patient. Et j'ai été assez surpris à titre personnel que l'IBD-DISC n'ait pas été retenu. Mais finalement, quand on a interrogé les experts qui avaient voté contre, ils ont dit c'est pas qu'on soit contre l'utilisation de l'IBD-DISC. C'est très bien l'utilisation de l'IBD-DISC parce que, comme vous avez vu, ça permet de détecter chez un patient qu'il a de la fatigue, qu'il a un problème de relation avec les autres, qu'il a un problème d'image de soi qui ne va pas. Donc ça sensibilise beaucoup plus. Mais par contre,
il n'y a pas d'évaluation des seuils. Quel seuil doit-on atteindre? Voilà, donc c'est pour ça que ça n'a pas été retenu. Concernant le délai, là aussi, on a modifié un petit peu par rapport à Stride. On a estimé que pour tous ces signes généraux, la qualité de vie, c'était quelque chose qui s'installait beaucoup plus lentement dans le temps et qu'il fallait attendre 4 à 6 mois. Concernant les signes cliniques digestifs, eh bien, clairement, on a toujours la douleur abdominale et le nombre de selles, mais là aussi, on a estimé que vouloir atteindre en 3 mois l'absence de douleur abdominale, c'était peut-être un peu une mauvaise cible parce que quelqu'un qui a des douleurs légères, ça peut très bien être fonctionnel et qu'il ne fallait pas modifier une stratégie thérapeutique pour un signe fonctionnel. Ensuite, là où on a été novateur, c'est qu'on a estimé qu'il fallait adapter l'atteinte de cet objectif, de cette cible, en fonction des traitements. Donc on est resté pour les anti-TNF entre une fenêtre de 2 à 4 mois, l'éthiopurine 4 à 6 mois, le vedolizumab, vous savez, ça met un petit peu plus de temps pour atteindre le maximum d'efficacité, et donc 4 à 6 mois, et l'ustekinumab, il n'y a pas eu de consensus entre des gens qui pensent que l'ustekinumab marche aussi vite pour atteindre la cible 2 à 4 mois que les anti-TNF, et puis un tiers pense qu'il faut attendre 4 à 6 mois avant d'obtenir la cible clinique, parce que parfois il y a des répondeurs qui atteignent la rémission clinique un peu plus lentement, comme on le voit dans la RCH aussi avec le tofacitinib. Alors, concernant la cicatrisation endoscopique, là on est resté assez classique pour l'évaluation par l'endoscopie conventionnelle qui est la coloscopie. Par contre, on a été novateur en validant l'indication de la capsule, et puis l'entéro-IRM. Concernant l'échographie, là aussi un petit peu de déception, l'échographie n'a pas été retenue. Concernant les délais, eh ben, on estime qu'il faut, c'était variable entre 7 et 12 mois, on peut dire 9-12 mois. Alors, concernant l'état nutritionnel, eh ben, vous allez évaluer le poids et l'albuminémie avec un cut-off à 35. Là aussi, petite surprise, la ferritinémie n'a pas été retenue. Bon, alors, la limite de significativité, c'est 66% pour être retenu comme un critère. On est à 64%. Bon, ouais, c'est comme ça. Voilà. Mais je crois quand même qu'il faut monitorer nos patients avec la ferritinémie, parce que les Mickey ont beaucoup de carences martiales, indépendamment du qui est ou pas syndrome inflammatoire. Concernant les biomarqueurs, là, clairement, alors oui, en effet, j'ai appris aussi il y a 2 jours que la calprotectine n'allait toujours pas être remboursée. Bon, avec le CNP, on va essayer de faire une action. C'est assez incroyable, mais comme le dit Patrick, les experts ne sont plus écoutés maintenant. Mais par contre, les experts disent clairement qu'il faut évaluer la calprotectine et que c'est un objectif d'avoir une calprotectine à moins de 250 hors post-opératoire et à moins de 100 en post-opératoire, et d'avoir une CRP à moins de 5 mg. Et les délais, il faut évaluer ça au bout de 3 à 4 mois. Ça, je vais passer. Tout ça pour dire que ces critères sont valables quel que soit le phénotype de la maladie de Crohn. Concernant la rectocolite hémorragique, donc là, concernant les cibles, pareil, on a validé les cibles anciennes, PRO1, PRO2 signe clinique, cicatrisation endoscopique. Là où on a été novateur, vous voyez dans les RCH, c'est qu'on a retenu les biomarqueurs comme cible. Concernant les seuils, pareil pour les PRO1, exactement comme la maladie de Crohn. Pour les PRO2, il y a une petite nuance, puisque vous voyez que certes, on accepte, il ne faut plus qu'il y ait de sang dans les selles, ça c'est clair. Par contre, on accepte là aussi qu'il y ait 1 ou 2 selles supérieures à la normale. Oui, il y a souvent des malades qui ont, comme ils ont eu le côlon un peu inflammatoire tubulisé, eh ben, ils gardent un peu une augmentation de la fréquence des selles, mais c'est fonctionnel. Par contre, on a estimé que l'impériosité devait être un signe clinique à évaluer et qu'on estimait qu'il fallait une disparition des impériosités et bien sûr des incontinences. Concernant la cicatrisation muqueuse, on est resté classique avec la rectosigmoïdoscopie et la coloscopie, avec un sous-score de Mayo qui soit 0 ou 1. Et pour les biomarqueurs, vous voyez qu'on a estimé que la CRP devait être à moins de 5 dans les formes colique gauche ou pancolique. Il n'y a pas d'intérêt bien sûr de la CRP dans les rectites parce qu'elle n'est jamais augmentée. Et la calprotectine doit être un marqueur à utiliser uniquement dans les formes pancoliques, parce que vous savez que de temps en temps, il y a des pancolites qui s'améliorent au niveau rectosigmoïdien alors qu'on garde de l'inflammation
sur le reste du côlon. Concernant les délais, rien de particulier. Pour les PRO2, on n'a pas pu évaluer le tofacitinib parce qu'il n'était pas disponible à l'époque, puisque maintenant il vient d'avoir le remboursement. Mais pareil, on pense que c'est un peu comme comme tout à l'heure je vous ai dit, il y a certains patients qui répondent rapidement, mais il faut attendre un petit peu pour obtenir la rémission complète. La cicatrisation endoscopique, ça se mesure au bout de 3 à 4 mois. Et concernant les biomarqueurs, les délais, là aussi, sont plutôt autour de 2 à 3 mois. Alors là où on a été aussi novateur, ce qui n'existait pas du tout dans Stride, c'est que le problème en pratique, c'est vous avez atteint votre cible, donc c'est bon, vous avez atteint la cible que vous voulez. Et qu'est-ce qu'il faut faire quand le malade est en rémission dans le cadre du suivi ? Alors pour la maladie de Crohn, bien sûr, il faut monitorer cliniquement avec une fréquence définie tous les 6 mois, mais comme vous le savez, la maladie de Crohn, il y a 50% de formes silencieuses qui sont actives. C'est-à-dire que le malade n'a pas de symptômes, mais il a encore une activité inflammatoire. Donc, il faut détecter cette activité inflammatoire active pour anticiper une rechute qui va arriver et donc éventuellement modifier votre stratégie. Donc c'est pour ça qu'on a estimé qu'il fallait monitorer avec de la calprotectine avec des fréquences soit tous les 6 ou 12 mois, il n'y a pas de critères clairs. Par contre, pas de monitoring endoscopique systématique en dehors de la recherche de dysplasie et pas de monitoring IRM systématique. Concernant la RCH, oui, il faut monitorer cliniquement, ça c'est clair. Or, 5-ASA, parce que les 5-ASA, je veux dire, il n'y a pas besoin de suivre les gens autant que ça, on peut simplement suivre les récidives cliniques quand elles arrivent. Par contre, il n'y a pas besoin de faire de monitoring par calpro ou par endoscopie systématique, puisque les récidives sont le plus souvent cliniques, il y a très peu de formes silencieuses. Alors, vous voyez que cette façon de procéder de treat to target, elle met en place de nouvelles situations de prise en charge qui ne sont pas dans les essais cliniques. Comme je vous ai dit, le meilleur exemple, c'est le problème de la cicatrisation muqueuse. Quand il n'y a pas de cicatrisation muqueuse, on va avoir envie de prendre une décision. Est-ce qu'elle est bonne de changer de traitement ou pas ? On ne sait pas très bien. Et tous les registres dans la vraie vie montrent, que ce soit en Espagne, ceux qui ont eu en Espagne ou en Belgique, montrent finalement des taux de cicatrisation muqueuse qui sont beaucoup moins bons que dans les essais cliniques. Donc il nous a paru important au CREG de faire un registre dans la vraie vie qu'on appelle registre échec anti-TNF. C'est très très simple et je vous invite à y participer. Qu'est-ce qu'on fait ? On veut évaluer des patients qui ont une MICI, qui sont en échec d'une première ligne d'anti-TNF, qui a été prise en charge classiquement en treat to target, comme on le recommande. Et donc ces patients, on va simplement analyser l'histoire de la MICI, leurs signes cliniques, leur niveau de calpro, d'endoscopie, et puis surtout, on va analyser la cause de l'échec d'anti-TNF. On veut savoir, c'est ça qui est intéressant, qu'est-ce qu'on a estimé comme étant un échec d'anti-TNF ? Est-ce qu'on est toujours dans notre pratique, surtout sur de la clinique, ou est-ce que maintenant on agit beaucoup en fonction des données endoscopiques ? Et ensuite, quelle a été la raison de notre nouveau choix de seconde ligne? Est-ce qu'on a préféré changer d'anti-TNF, aller vers de nouvelles molécules, switcher ou swapper? Donc après, c'est très très simple. On fait simplement un suivi sur 1 an, où on a une visite à 3 mois, où on va mesurer surtout l'optimisation. Est-ce que les gens ont modifié le traitement en fonction de la réponse et de la calprotectine? Et puis le critère de jugement principal qui est au bout de 1 an, le taux de cicatrisation muqueuse. Voilà, donc ça va être extrêmement simple. On sait que vous êtes tous très pris, que rentrer des données dans un ICRF, ce n'est pas notre tasse de thé, on a d'autres choses à faire. Donc c'est pour ça que ceux qui ne veulent pas rentrer dans le ICRF peuvent tout à fait envoyer les documents papier, et puis il y a une ARC qui renvoie qui met les documents dans le ICRF. Donc si ça vous intéresse d'y participer, il y a une dizaine de France, tous les centres experts privés participent, mais bien sûr à titre individuel, vous pouvez bien sûr rentrer dans la cohorte.
Et c'est en coopération avec Xavier Roblin du CHU. Donc là, vous avez les coordonnées de l'ARC. Et puis, c'est Anne Laurin qui coordonne l'étude. Vous avez son mail et mon mail. Alors, la deuxième étude dont je voudrais vous parler, à laquelle le CREG est associé récemment, c'est l'étude Mikinote, donc qui est une étude lancée par le JETED pédiatrique et l'AFA et le Regius Epimab. Qu'est-ce que c'est Mikinote? C'est, comme vous le voyez, l'objectif principal est d'identifier des facteurs de risque alimentaire associés à la rechute dans les Mickey. C'est-à-dire qu'il s'agit de créer une e-cohorte de patients, qui permettra éventuellement d'autres études ultérieures, mais vous allez le voir, de créer une cohorte de patients et d'évaluer. On étudie ce qu'ils mangent et on voit simplement leur taux de rechute. Donc il y a des questionnaires alimentaires. Alors ce qu'il faut voir, c'est que ils nous demandent de les aider parce qu'ils n'arrivent pas à inclure, pas assez. Alors je leur ai dit, moi je veux bien, on a discuté avec Patrick, nous on veut bien que les gastro-entérologues mettent des patients dans la cohorte, mais il faut que ça leur demande aucun travail. Donc ça demande en effet pas beaucoup de travail, puisqu'il faut dire à un patient, voilà, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on observe par des questionnaires votre alimentation et qu'on voit si les gens qui mangent bien rechutent moins que ceux qui ne mangent pas bien. Donc les patients, il faut qu'ils se connectent sur le site mikinote.fr. Et vous, en tant que médecin, vous n'aurez qu'à envoyer vos comptes rendus de consultation. Donc normalement, ce n'est pas beaucoup de travail. Cependant, je leur ai quand même dit que c'était un petit peu de travail pour les médecins. Et c'est non rémunéré, contrairement au registre anti-TNF qui est rémunéré pour les médecins. Alors enfin, on ne peut pas conclure sans parler du Dijaction, parce que vous pensez bien que le CREG est partenaire et que bien sûr le CREG a présenté un projet. Alors je vous demande de voter, vous allez sur le site de Dijaction et vous votez pour ce projet. Donc vous mettez un seul truc aujourd'hui dans votre tête, méthode co Dijacomp, et vous cliquez sur je vote. Voilà. Alors je vais quand même vous expliquer ce pourquoi vous allez voter. On a développé, donc comme l'a très bien dit Marie-Pierre et comme l'a dit Patrick, l'ETP, qui devrait probablement plutôt s'appeler accompagnement thérapeutique, est capital pour la prise en charge de nos patients. Mais en pratique, dans la vraie vie, on sait que c'est difficile à mettre en place, qu'il y a certains patients qui ne peuvent pas se déplacer, qu'il y a des gens qui habitent loin, qui ne sont pas forcément dans des grandes villes. Et on sait que dans la médecine libérale, c'est très difficile. Et en plus, ce sont des outils d'éducation thérapeutique pour des malades, mais ça ne touche pas du tout la prévention de ces maladies. C'est-à-dire éviter que les malades développent cette maladie. Donc c'est pour ça qu'on a développé, elle est en cours de fabrication, mais elle va être lancée en janvier, une plateforme d'accompagnement thérapeutique dans les Mickey qui est ce qu'on appelle holistique. C'est-à-dire que vous avez à la fois un diagnostic nutritionnel et une aide à la prise en charge nutritionnelle, un état émotionnel avec une aide et des outils de gestion des émotions, que ce soit de la cohérence cardiaque ou de la méditation, et puis de l'activité physique avec un diagnostic d'état physique et un coaching digital de la reprise de l'activité. Et sur le versant cognitif, là on ne s'en est pas du tout occupé parce que vous avez un outil qui a été coordonné par Patrick Faure qui s'appelle My Mickey Book, et donc il y a un lien avec le site du CREG et tout le cognitif est réglé par My Mickey Book. Donc autour de cette plateforme, c'est le projet du Dijaction. On propose, c'est là où c'est assez amusant, on sait que la motivation des gens pour participer à ces outils et essayer de s'améliorer est difficile. Alors certes, quand on est en groupe, c'est beaucoup plus facile, comme l'a dit Marie-Pierre, mais on voudrait mettre un outil de gaming, de jeu. C'est-à-dire, alors on peut imaginer, c'est le projet du Dijaction, on verra ce qui en sortira, c'est ça qui est assez amusant. Mais l'idée, c'est de créer un jeu, par exemple, autour du microbiote, un peu comme l'esprit des Tamagotchi, où si on se nourrit bien, si on fait de l'activité physique, si on gère mieux ses émotions, si on s'améliore, eh ben notre écosystème intestinal s'améliore. Enfin bon, on verra ce que les jeunes, parce que ça va être des jeunes qui vont s'occuper de ce projet-là, arrivent à sortir et voilà. Donc le CREG travaille aussi dans ce domaine-là. Voilà, eh bien je vous remercie. Merci Guillaume.